Bonjour, bienvenue sur cette première capsule vidéo sur la relation entre les nombres complexes et la géométrie. On va commencer par un rappel de première, comme l'indique le titre, c'est un rappel sur les formules de trigonométrie. On va le voir au fur et à mesure. Donc pour ce rappel, je me place dans le cercle trigonométrique, il est déjà représenté ici. Et sur ce cercle trigonométrique, je choisis deux points A et B, avec leurs mesures associées que je vais appeler petit a et petit b. Et je vais donc calculer le produit scalaire OB-OA de deux manières. Première manière, eh bien, j'utilise la formule qui vient de s'afficher, à savoir pour faire le produit scalaire de deux vecteurs, on prend la norme du premier, on multiplie par la norme du second, et on multiplie tout ça par le cosinus de l'angle formé entre ces deux vecteurs. Donc les normes de ces deux vecteurs sont 1, puisque en fait A et B sont sur un cercle trigonométrique, autrement dit de rayon 1. Et le cosinus de l'angle OB-OA, on peut constater que puisque OB c'est l'angle qui est ici et que OA c'est l'angle qui va jusque là, bien l'angle entre ces deux vecteurs c'est bien A auquel j'enlève B, donc c'est l'angle A moins B. Donc premier résultat, ce calcul de produit scalaire me donne le cosinus de A moins B. Je peux faire ce produit scalaire d'une autre façon. Comme je suis dans un repère orthonormé, je peux calculer le produit scalaire en multipliant ensemble les abscisses des deux vecteurs et en multipliant ensemble les ordonnées des deux vecteurs que j'utilise. Mais une fois encore, nous sommes dans le cercle trigonométrique, ce qui veut dire que les abscisses sont les cosinus des angles et que les ordonnées sont les sinus des angles. Et j'obtiens donc cosinus B, cosinus A, plus sinus B, sinus A. Si je remets ensemble ces deux façons de calculer le même produit scalaire, j'obtiens donc que cosinus de A moins B, résultat de la première formule, est égal au cosinus de A cosinus de B plus sinus de A sinus de B. Et je suis bien obligé de remercier Esteban qui a remarqué une coquille dans la version précédente. Bien, je vais maintenant chercher à établir la formule pour cosinus de A plus B. Pour cela, une petite remarque avec la figure qui est à côté. Quand, au lieu de x, ici, je considère moins x sur le cercle trigonométrique comme mesure sur le cercle trigonométrique, eh bien je me rends compte que ces deux angles ont le même cosinus, et que par contre, ils ont des sinus opposés. Donc pour tout x de R, cosinus de moins x, c'est cosinus de x, mais sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Je vais donc m'en servir pour adapter la formule que l'on a vue précédemment. Donc pour calculer le cosinus de A plus B, qui est mon objectif, je le transforme en le cosinus de A moins B. Je me retrouve ici avec une formule qui utilise la négation, la soustraction. C'est la formule qu'on a vue à la diapo précédente, et donc je l'applique. Et cette formule me disait, c'est le cosinus du premier fois le cosinus du second, voilà, plus le sinus du premier fois le sinus du second. La seule différence avec précédemment, c'est que le second terme, ici maintenant, vaut moins B. Et c'est là que j'utilise la remarque faite au début. Quand j'ai cosinus de moins b, je peux le transformer en cosinus de b. Par contre, quand j'ai sinus de moins b, ça devient moins sinus de b. J'ai donc une deuxième formule dans mon arsenal. Le cosinus de a plus b, c'est le cosinus de a, le cosinus de b, moins sinus de a, sinus de b. Je voudrais maintenant utiliser une formule similaire à la formule précédente, mais qui parlerait cette fois-ci de sinus a plus b. Pour cela, on va utiliser un résultat intéressant sur la trigonométrie, qui est en fait quand vous considérez un angle x, un angle x ici, et l'angle pi sur 2 moins x, bien par symétrie un peu bizarre, j'en conviens, il se trouve que le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre, et que le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre. On a donc les formules d'échange qui se sont affichées à gauche sur la diapositive. En quoi ça va me servir? Eh bien, pour calculer le sinus de a plus b, je vais pouvoir dire que c'est le cosinus de pi sur 2 moins a plus b, en raison de la formule que vous avez ici. J'ai ici je redétaille un petit peu, cosinus de pi sur 2 moins a plus b, c'est aussi cosinus de pi sur 2 moins a moins b, pas très intéressant en soi, et je peux à nouveau regrouper les deux premiers termes, ce qui me donne donc cosinus de pi sur 2 moins a, qui va correspondre au premier des deux termes de la formule sur le cosinus, et moins b. Et je vais donc utiliser la formule du cosinus de a. Alors dorénavant, a c'est pi sur 2 moins a, moins b. Ça me donne donc, si je l'applique, cosinus de pi sur 2 moins a, cosinus du premier, cosinus du second, plus sinus du premier,
sinus du second. Mais à nouveau, je réutilise la transformation dans l'autre sens. Le cosinus de pi sur 2 moins a, c'est le sinus de a. Et le sinus de pi sur 2 moins a, c'est le cosinus de a. Et j'arrive donc à la dernière formule que nous mettrons ici. Le sinus de a plus b, c'est le sinus de a cosinus de b, plus cosinus de a sinus de b. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Comment on représente graphiquement les nombres complexes? Alors, quand on fait ça, on parle en général du plan complexe, où on peut faire très savant et parler du plan d'Argan-Cauchy. Toujours est-il qu'il suffit de munir le plan d'un repère orthonormé. Alors, on l'appellera OUV, O l'origine, UV les deux vecteurs unités, au lieu de OIJ classique, simplement pour éviter la confusion entre vecteur I et I, la constante complexe. Une fois que j'ai donné un repère au plan, tout point peut être désigné par une abscisse, que j'ai appelée A, et une ordonnée, que j'ai appelée B. Eh bien, si on fabrique le nombre complexe dont A est la partie réelle et B est la partie imaginaire, autrement dit le nombre complexe A plus IB, on a à nouveau désigné le point M par un nombre complexe unique. Et donc ce nombre complexe, c'est ce qu'on va appeler l'affixe de M. Donc encore une fois, l'affixe de M, c'est le nombre complexe dont la partie réelle correspond à l'abscisse et la partie imaginaire correspond à l'ordonnée. Inversement, si vous avez au départ un nombre complexe, vous direz de M que c'est l'image de ce nombre complexe. Bon, pour continuer avec des choses simples, le premier axe, ce qu'on appelle traditionnellement l'axe des abscisses, on va plutôt l'appeler l'axe réel, puisque c'est ici qu'on vient repérer les parties réelles des affixes, et de même l'axe OEV, qui est traditionnellement l'axe des ordonnées, on l'appellera aussi l'axe imaginaire, puisque c'est là qu'on vient repérer les parties imaginaires. On va pouvoir très facilement transposer les formules de géométrie analytique, donc géométrie dans les repères, que vous avez vues en seconde, en des formules de géométrie dans le plan complexe. Donc je commence peut-être justement par celle qui ne se transpose pas. Si j'ai un point, si Z est l'affixe d'un point M, et que je m'intéresse à Z bar, au conjugué de Z, eh bien le point M que j'obtiendrai à ce moment-là, que je pourrais appeler M', il sera symétrique du précédent par rapport à l'axe des abscisses. Alors j'ai oublié de faire une figure, je vais essayer de me rattraper maintenant. Alors c'est pas très beau, mais vous imaginez le repère qui fixe un plan complexe. Si j'ai un point M ici, qui est l'affixe de Z, il y a donc pour partie réelle le A qui est là, pas terrible, et partie imaginaire, le B qui est là. Si maintenant je m'intéresse à Z bar, ou au conjugué de Z, je vais trouver un point qui a la même partie réelle, donc, mais qui a une partie imaginaire opposée, ici. Donc le point M va correspondre au point M', que j'essaye vaguement de dessiner ici. Eh bien, je crois qu'on voit assez clairement que ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, autrement dit, chez les complexes, l'axe réel. Si je prends deux points dans le plan complexe et que je veux le vecteur qui joint ces deux points, vous savez qu'en géométrie analytique classique, vous faites la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Eh bien, ça va correspondre à faire le calcul de la différence des affixes complexes dans le cas du plan complexe. Et enfin, pour le milieu d'un segment AB, eh bien, vous savez que dans le plan réel, dans le plan classique, vous faites demi-somme des abscisses et demi-somme des ordonnées, et on se rend compte que finalement, ça revient à faire la demi-somme des affixes des deux points. Si je me donne maintenant deux vecteurs U et V, dont les affixes seraient Z et Z', eh bien quand vous additionnez des vecteurs, vous additionnez les abscisses et vous additionnez les ordonnées, et bien donc ici, vous additionnerez les affixes. Et dans le plan réel, si vous multipliez un vecteur par un nombre quelconque, un réel quelconque, vous multipliez à la fois son abscisse et son ordonnée par ce réel, et bien dans le plan complexe, vous prenez son affixe et vous la multipliez par le même réel.